parti sur on va le faire tolérer cette frustration, on va le faire tolérer cette contrainte. C'est un chien qui tolère mal la contrainte, il faut qu'il la tolère. Donc en fait, à un moment donné, évidemment, j'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais et surtout, j'ai pas vu de résultat. À l'inverse, je voyais que ça empirait. Et en fait, j'ai vu que ma relation avec Oxmo empirait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « j'ai pourtant tout fait comme il fallait, mais c'est quand même difficile ». Vous vous êtes renseigné, vous avez lu, écouté des podcasts, suivi des pros, mis en place des routines, fait de votre mieux, et malgré ça, votre chien tire, hurle, explose de frustration pendant que vous doutez. Vous doutez de votre chien, de vous, de vos choix, parfois même de la relation que vous êtes en train de construire. Alors ne bougez pas, l'épisode d'aujourd'hui est fait pour vous. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la niche qui explore la place du chien dans nos vies et dans notre société. Moi c'est Claire, je suis éducatrice et comportementaliste canin, spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Ma mission, vous aider à comprendre votre chien pour mieux vivre avec lui grâce à un accompagnement personnalisé et des ressources accessibles. Dans la niche, c'est un rendez-vous presque hebdomadaire pour tous les dog parents. On y retrouve des témoignages, des échanges avec des pros, des réflexions personnelles et des capsules pratiques pour mieux vivre avec son chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Mélissa. Salut Mélissa. Hello. Tu vas bien ? Oui, ça va très bien. Merci de m'inviter sur le podcast de la niche. Je suis très contente de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on parle de cet épisode, donc je suis trop contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter ? Oui, donc moi c'est Mélissa, j'ai 30 ans. Je suis la gardienne d'Oxmo, un petit working cocker, donc on va en parler tout à l'heure. Mais je suis aussi comportementaliste canin depuis 3 ans. C'est pas en cette qualité-là que j'interviens aujourd'hui, mais ça a son importance puisque voilà, il y a pas mal de choses en lien avec mon métier et le fait d'avoir Oxmo aujourd'hui qui sont liées. Est-ce que tu veux nous présenter Oxmo ? Carrément, donc Oxmo, c'est un working cocker, comme je disais, un cocker, donc lignée de travail, lignée de chasse. Il a aujourd'hui bientôt 4 ans, le 16 janvier plus exactement, et c'est un chien qui vient d'un élevage en Belgique. Faut savoir que le working cocker, il y en a très peu en France, je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 élevages, qui étaient avant en tout cas uniquement dédiés à la chasse et aux chasseurs. Maintenant, ils ont essayé de faire des lignées peut-être un peu plus hybrides, même si, bon, je conseille pas vraiment. On va en reparler aussi. Ouais. Et nous, on a eu la détermination d'aller chercher Oxmo en Belgique pour pouvoir avoir notre petit working cocker parce que c'était vraiment trop mignon et qu'on s'est dit que ça serait un peu moins plan-plan qu'un cocker. Quelle idée! On va en reparler. C'était quoi ton expérience avec les chiens avant d'avoir Oxmo ? J'ai pas eu de chien à proprement parler puisque j'ai une maman qui est brésilienne, donc on a passé beaucoup de nos étés au Brésil, ce qui fait que l'avion, les départs pendant 2 à 3 mois, c'était pas hyper compatible avec un chien. Mon père a adoré les chiens, il en a toujours eu dans sa jeunesse et pour lui c'était incompatible avec le fait de le laisser en pension 3 mois comme pouvaient faire des amis à eux. Et il n'était pas non plus question de prendre un mini-chien juste pour pouvoir l'emmener dans l'avion voilà, tous les ans. Ça n'avait pas trop de sens. Donc je me suis contentée de garder en fait, les chiens des amis de mes parents. Donc on faisait un peu pet-sitting à la maison. J'ai essayé d'amener tous les animaux possibles. On avait trouvé des chatons dans une portée de chatons au collège. J'en avais ramené un à la maison. Grossière erreur, ne faites pas ça. J'avais fait des pieds et des mains pour avoir un lapin. Lapin que mes parents avaient placé au bout d'1 an sans m'en parler parce que toujours le même problème des vacances. Ouais. Donc pas hyper favorable à garder un chien à la maison, mais voilà. Et puis plus tard, avant le projet d'adopter Oxmo, je me suis inscrite sur toutes les plateformes Rover, Empreinte, Mon Toutou, pour faire de la balade, de la garde, histoire d'avoir un peu juste ce contact avec les chiens. Voilà. J'ai toujours adoré ça, mais on n'en avait pas un ou une à la maison au quotidien. Ok. Et du coup, alors, qu'est-ce qui a fait déclic ? Comment Oxmo est arrivé dans ta vie ? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ? D'ailleurs, c'était quoi ton parcours pro, du coup, avant ça ? Ouais, effectivement, j'étais pas comportementaliste canin, même si je savais que je voulais aller dans l'éducation canine avant d'avoir Oxmo. Je l'ai su, c'était pas la difficulté avec Oxmo qui m'a menée vers. Je savais que je voulais faire ça. Je savais surtout que je voulais me reconvertir. Avant, j'étais chef de projet. J'accompagnais en fait des projets entrepreneuriaux dans un incubateur de projets. Donc c'est une espèce de
d'organisation qui permet au projet de se développer. Ils sont accompagnés, ils ont des coachings, etc. Et moi, j'étais une de ces coachs, voilà, dans un incubateur. Et en fait, je prévoyais d'aller soit vers l'alimentaire en tant que cuisinière à domicile, soit dans l'éducation canine. Il se trouve que j'ai fait un peu des deux. J'hésitais à prendre un chien, est-ce que c'est le bon moment ou pas. On était en couple avec mon partenaire depuis 2 ans, il me semble. C'était quand même relativement tôt pour prendre cette décision. C'était plus ma décision que la sienne. Mais on l'a quand même fini par la prendre ensemble. Et en fait, je me souviens, j'ai une amie qui m'a dit, quand je lui disais je sais pas si c'est le bon moment, je suis quand même occupée, je fais d'autres choses, ça va pas, je vais pas pouvoir consacrer 100% de mon temps. Elle me dit, je crois qu'il y a personne qui se dit que c'est toujours 100% le bon moment quand ils font un gamin, quand ils prennent un chien. Si là, c'est un truc dont tu as envie depuis longtemps, enfin, tu es dans une situation qui est plutôt stable, le temps que tu vas réussir à l'aménager, si c'est un projet qui te fait rêver, enfin, fais-le, quoi. Et voilà, et donc je me suis dit, effectivement, faut que je le fasse. Et honnêtement, après, je sais pas ce qui s'est passé. Genre, je crois qu'on en a parlé avec Théo, on a commencé à réfléchir un peu aux races. Lui, il avait une setter irlandaise. Voilà, donc il y avait déjà un passif chien de chasse. Toute la famille de son côté, qui vient du Beaujolais, avait des setters irlandais. Je sais pas, il y avait une espèce de hype autour de ces chiens-là, et ça se passait plutôt bien, mais avec le recul, voilà, elle était quand même... elle avait pas mal de caractéristiques d'un chien de chasse qui était pas ou peu sorti parce qu'elle tirait beaucoup, elle était pour le coup fort instinct de prédation, elle creusait dans tout le jardin, elle hurlait sur tous les oiseaux, voilà, elle a fugué pas mal de fois. Donc questionnable, mais je pense que du coup physiquement il y a eu cet attrait pour le cocker et le cocker de travail qui ressemble un peu plus au setter. Et donc je pense on s'est renseigné sur les races, on a parlé à des élevages par téléphone et on est allé en Belgique visiter 2 élevages et on avait 1 an de liste d'attente, hein, mais on s'est positionné. Et en fait, et voilà. Et il y a eu beaucoup, j'en reparlerai, mais il y a eu beaucoup d'hésitations tout le long de l'attente où je disais, mais est-ce qu'on n'a pas un gros défaut d'humilité là? C'est un chien de chasse. Plus j'en entendais parler et plus je me disais, on va pas lui donner le bon mode de vie, ça va être compliqué. On a même déménagé. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses à ouvrir sur ce sujet-là, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Donc c'est intéressant parce que du coup, avant même de l'avoir, tu t'es quand même posé des questions sur est-ce qu'on se plante pas sur le choix de la race par rapport à notre mode de vie, etc., etc. C'est vrai que c'est pas anodin. Mais comment ça s'est passé du coup quand il est arrivé? Parce que j'imagine que il est quand même arrivé dans ce contexte de ok, on sait que ça va être un peu challengeant, quoi. Mais surtout que vous étiez parti avec peut-être effectivement des comportements, des apparences aussi, mais du coup, qui était assez familière, tu vois, pour Théo. C'est peut-être ça qui vous a aussi conforté dans « Ok, go, on y va ». Mais du coup, j'imagine qu'il est quand même arrivé dans un contexte où vous vous attendiez à quelque chose. C'était pas la grosse découverte non plus, peut-être. Ouais, alors, on s'attendait au fait qu'un chien de chasse, ça a besoin d'être au vert. Ce qui, on va en reparler, c'est pas forcément exactement comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Ça a besoin d'espace. On voulait lui donner beaucoup plus de présence que ce qu'il y avait pu y avoir. Enfin voilà, l'adoption de la setter de la famille de Théo, c'est un cas classique on a 3 enfants, le chien, même s'ils adoraient leur chien et ils en sont fans encore aujourd'hui, il n'y avait pas forcément le temps et la disponibilité que nous on donne à Oxmo, et on savait qu'on voulait donner vraiment beaucoup plus de disponibilité et de temps. Enfin voilà, c'est le seul autre être vivant qui partage notre quotidien aujourd'hui. Mais je pense que ni eux ni nous étions éclairés sur ce que ça veut dire réellement avoir un chien de travail et avoir un chien de chasse en réalité, notamment sur tout ce qui va être sur le chien de travail, la frustration, une maturité qui peut arriver parfois un peu tardivement, des comportements d'excitation assez intenses. En plus, sur le chien de chasse, dans les comportements refuge, qui sont ceux de pister ou de s'exciter fort, du coup, tout ce qui va être du registre de l'anxiété, du stress, ça se voit un peu moins. Parce qu'on va pas être sur des réflexes de fuite, on va vraiment être sur des réflexes de juste s'intensifier dans des comportements de pistage, ce genre de choses. En tout cas, on peut beaucoup voir ça. Et c'est vrai que je pense que là, ça demandait une certaine compréhension que même en début de parcours en tant qu'éducatrice comportementaliste, j'avais pas pour vraiment comprendre ce qui se passait avec Oxmo. Et je pense que du coup, non, on n'était pas prêt sur l'arrivée du chiot avec toute la frustration qu'il y a pu y avoir.
C'est marrant que tu fasses le lien parce que justement, j'allais revenir sur. Je crois que c'était en off, je suis pas sûre que tu l'aies dit après le lancement de l'enregistrement, mais que tu me disais que le choix de Oxmo avait été aussi un peu déterminé par ton choix de changement de carrière, tu vois, de te lancer dans ce métier-là. Comment est-ce que tu as rapidement fait le lien entre les deux? Est-ce que tu t'es dit, OK, ça va être mon métier, donc il me faut peut-être un chien de travail? Comment est-ce que ça s'est passé en fait, cette réflexion-là? Alors, je me suis pas dit que j'allais prendre un chien de travail pour le travail d'éducatrice canin. Même, Ouais. je savais même pas qu'un chien pouvait être utile dans le métier d'éducatrice canin. Moi, en fait, là, déjà, ce qui m'a poussée vers l'éducatrice canin, c'est que je faisais un métier où je formais des gens, où j'accompagnais des gens à entreprendre, à bien s'entourer, à créer leur réseau, à faire un bon pitch pour leur projet. Bon, voilà, tout plein de choses en lien avec l'entrepreneuriat. Et j'aimais bien cette dimension pédagogie, formation, accompagnement. Et j'avais un sujet un peu de geek passionné qui était les chiens, où n'importe qui pouvait commencer à me parler de son chien en soirée. Bon, à l'époque, ça m'intéressait encore vachement d'en parler. Là, je pense que si tu me parles des problématiques de ton chien en soirée, je fuis la conversation. Je crois que j'en ai assez au quotidien. Et en fait, du coup, je me suis dit, pourquoi pas allier ma passion pour les chiens et ma capacité d'accompagner, de former. Voilà, j'ai un bon relationnel, je m'adapte facilement au public que j'ai en face de moi. Je me suis dit, c'est des compétences qui sont déjà des bons prérequis pour faire ce métier-là. Donc c'est ça, en fait, qui m'a poussée vers ça. Et je voyais pas forcément ce qu'allait faire un chien. C'était mon chien et ça allait être peut-être plus mon terrain d'expérimentation à domicile plutôt qu'un accompagnant ou un outil, entre guillemets, pour mon travail. J'avais pas cette vision-là. Ouais, du coup, c'est quand Oxmo était petit que j'ai choisi en fait ma formation et très rapidement, j'ai vu quand même qu'on avait pas mal de difficultés de compréhension avec Oxmo et là, très rapidement, moi j'ai juste cherché pas mal de comportementalistes. C'est là où je t'ai contacté, j'ai contacté plusieurs professionnels. On pourra parler aussi du parcours d'accompagnement d'Oxmo, mais du coup, je suis allée aussi compléter en fait ce que je faisais moi dans ma formation théorique avec des professionnels qui m'ont accompagnée sur Oxmo et des stages. J'ai fait beaucoup de stages avec des professionnels pour enrichir ma pratique professionnelle de comportementaliste canin et en parallèle, j'avoue que j'utilisais pas mal les moments en stage pour parler d'Oxmo, pour parler de... Voilà, je trouvais que c'était un chien quand même vachement particulier et assez différent de ce qu'on voyait dans les profils qu'on accompagnait quand j'étais en stage. Et je posais pas mal de questions et ça me permettait quand même d'enrichir aussi ma compréhension, de me poser des questions que je me posais peut-être pas sur les comportements d'Oxmo. Et voilà, c'est un parcours qui s'est vraiment fait brique par brique, très progressivement. Oui, c'est vrai que, tu vois, effectivement, à l'inverse d'autres personnes que j'ai pu interviewer ou avec qui, de collègues, tu vois, dont je connais bien le parcours, toi, ça a vraiment été mis tout en parallèle, à la fois la construction de ton parcours pro, à la fois l'accompagnement de ton chien, et puis là-dedans, en fait, chercher quelles voix te parlent, tu vois, dans quelle direction est-ce qu'on va, expérimenter des choses aussi et te laisser l'espace pour expérimenter des choses. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. On pourra y revenir. À partir de quel moment tu as pu te sentir un peu en difficulté avec Oxmo? Comment ça s'est passé, son arrivée? Est-ce que tout de suite, ça a été très intense? Ou est-ce que ça a mis un peu de temps à se révéler? Comment ça s'est passé? Franchement, assez rapidement. Assez rapidement. C'était un chiot très mignon. Autant l'arrivée, la voiture, la première nuit, tout ça, c'était hyper facile. La solitude, ça a été un truc qui a été hyper facile à mettre en place. On a fait les choses progressivement. Je sais pas par quel miracle, j'avais quand même les bonnes infos. Parce que je pense qu'avant de prendre la décision d'avoir Oxmo, je suis quand même passée par le visionnage de vidéos d'influenceurs canins dont on taira le nom parce que je pense qu'ils ont assez de visibilité comme ça. Mais voilà, ceux qui ont des très gros référencements, quand vous cherchez n'importe quelle vidéo YouTube sur le chien, vous trouvez des programmes en 21 jours pour faire de votre chien un chien parfait, n'est-ce pas? Donc j'ai beaucoup visionné de vidéos de tout ça. Et je sais pas par quel miracle, avant même de démarrer la formation, mon cerveau a réussi à se dire, ça c'est quand même pas fou. On laisse de côté et je suis partie sur... il y avait ton podcast, il y avait Dans la tête des chiens, je lisais pas mal le blog de Hound. Sinotopia, à force, ça m'avait un petit peu... c'était sympa, mais je trouvais que c'était quand même très protocolaire. Donc, je suis pas trop allée chercher là-dedans. Mais bon, voilà, globalement, il y a eu un shift vers des mouvements assez positifs. Et je savais qu'il fallait mettre en place un apprentissage progressif de la solitude. Enfin, il y avait des choses qui ont quand même simplifié le parcours.
Là où c'était compliqué, c'est qu'il y avait des forts moments de frustration. Donc dès que on devait lui dire non, tu laisses, etc., on avait un gremlins qui essayait de nous choper les pantalons. Quand les pantalons ça fonctionnait pas, il allait vraiment vers les mollets, il mordillait bien fort. Donc ça nous a bien fatigués et c'était compliqué parce qu'on avait un petit chiot trop mignon quand il dormait ou quand il se réveillait d'une sieste qui venait faire un câlin, on l'aimait trop. Et les moments où il était en saturation émotionnelle, c'était un gremlins. Et là, vraiment, on ne peut pas dire qu'on l'aimait trop. Moi, ça m'a fait monter les BPM de manière assez élevée à plusieurs reprises. Et je me souviens, d'ailleurs, je me suis endormie avec ça hier. Je me suis souvenu que j'ai eu des moments d'énervement assez intenses que j'ai pas du tout avec mon chien aujourd'hui et que je reproduis jamais dans mon quotidien. Mais il m'a poussée à bout, quoi. Vraiment, à de nombreuses reprises. Je suis pas hyper fière parfois d'éclats de nerfs en fait, mais bon, pour dire c'était quand même assez rapidement compliqué quand il y avait beaucoup de frustration, beaucoup d'aboiements, beaucoup de mordillements et un gremlins quoi. Ouais. Je trouve ça trop cool d'en parler. Merci. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est beaucoup à passer par là sans forcément se le dire, oser le dire. Mais effectivement, c'est dur, la vie avec un chiot. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce que tu décris là avec Oxmo, moi, ça me rappelle beaucoup ce que j'avais vécu avec Charlie au départ. Mais bon, c'est pas pour rien. Hein. Globalement, ils sont de la même voie, là. Ça peut être rude. Comment ça s'est passé, les premières balades? Est-ce que ça a tout de suite été compliqué, niveau le rapport à l'extérieur, tout ça? Ou est-ce que ça a mis un peu plus de temps? Parce que je sais que ça a été un gros sujet pour toi. Ouais, les balades, c'était tout de suite assez compliqué. En fait, c'est hyper ambivalent, parce que là où tu as beaucoup de chiots qui ont... Enfin, de tous les chiots que j'ai vus, il y a quand même souvent une dimension un peu crainte ou un peu sensibilité en extérieur. C'est nouveau, c'est urbain. Donc nous, on avait déménagé pas loin du bois de Vincennes, mais on était encore dans Paris, près d'une voie de tram et tout. Il y avait quand même pas mal de bruit. Et Oxmo, aucun sujet. Enfin, vraiment, un camion pouvait passer, il se retournait pas. Il avait pas peur. Et donc ça, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Mais en fait, c'est pas trop un sujet normalement sur un chien de travail de chasse. La peur des bruits, ça peut, hein, il y en a pas mal d'ailleurs, mais à la base, c'est pas une prédisposition. C'est quand même censé être un chien qui est censé tolérer que le chasseur tire au fusil à côté de lui. Donc, c'est pas dans ce qu'on attend d'un cocker et encore moins de travail. Néanmoins, le fait de tirer en laisse, d'être surexcité, de pister, ça, on l'attend. Et ça, c'est là où je dis que j'étais préparée sur certaines choses, sur le contexte, le concept de l'éducation positive, de ce qu'il fallait faire progressivement. J'étais pas préparée sur ça adapté aux spécificités, aux prédispositions de ce qu'on retrouve comme comportement chez le chien de chasse. Et effectivement, oui, dès le début, il tirait énormément. Il était déjà un peu frénétique. Et surtout, les oiseaux, en fait. Les oiseaux, dès le début, il en a coursé 2-3. Et une fois qu'il en avait coursé 2-3, du haut de ses 4 mois, il voyait un oiseau, il se jetait un bout de laisse et il faisait un hurlement. On aurait dit une poule. Une poule associée à un singe hurleur, et tout le monde se retournait vers moi en mode qu'est-ce qui se passe? Je pense que les gens devaient imaginer que j'électrocutais mon chien à distance tellement on était sur un cri de douleur, parce que c'est là en fait, on est sur de la frustration qui active quand même le même circuit que la douleur, et on est sur un truc de je veux aller courser ce truc, sauf qu'il est en bout de laisse, il peut pas, et donc ça génère une explosion, et de cette explosion naissait plus d'excitation et de pistage. Et donc, c'était un peu un cercle vicieux et je savais pas m'en sortir. Et pour te dire, quand on emmenait dans le sac à dos à vélo au bois de Vincennes, parce que du coup, tous les matins, on le prenait sur le vélo. Ça, le sac à dos, pareil, c'était OK. On arrivait au bois et en fait, sur le trajet, les pigeons qui passaient dans le ciel, ils leur hurlaient dessus aussi, donc juste à côté de mes oreilles. Tout ça, je faisais abstraction, je pouvais rien faire. Mais oui, donc en balade, tout de suite, on a vite capté ce truc-là de frustration. Et dès qu'il voulait prendre à droite et qu'en fait on allait à gauche, pareil, il hurlait, il allait se rentrer dans un buisson et s'en mêler. Et donc là, il hurlait parce qu'il s'était emmêlé et le temps que tu le détaches, c'était pas assez rapide, il te gueulait dessus littéralement. Donc il y avait un peu de difficulté de ressentir de l'empathie en fait vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ce qu'il vivait, ce qui était vraiment un débordement émotionnel, une saturation totale des sens, je pense, olfactifs. Alors que nous, on se décarcassait pour l'emmener tous les jours, on prenait le vélo, on l'emmenait, on se levait tôt, on faisait en sorte de lui donner la meilleure vue possible, et il y avait un peu une espèce de dissonance entre ce que nous, on avait l'impression de lui donner
et ce qu'on avait en retour, ce que nous on voyait comme de l'ingratitude en fait, même si voilà, le chien peut pas exprimer ça, mais il y avait un peu ce truc d'ingratitude, de se faire gueuler dessus littéralement quand toi t'as l'impression de donner quoi. Mais c'est dingue, tu vois, de voir des comportements comme ça chez un tout petit chiot. Alors, pour ce qui est de la frustration, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, mais même chez les chiens de berger, je trouve, tu vois, pour certains, tu vois, cette intolérance à la frustration, c'est des fois très prenant. Mais là, quand même, dans le contexte d'Oxmo, c'était quand même, je pense, le level un peu au-dessus. Comment tu as demandé de l'aide à ce moment-là ? Est-ce que tu as demandé de l'aide ? Est-ce que tu t'es fait accompagner ? Ça a été quoi un peu la démarche que tu as suivie là-dedans ? Parce que j'imagine qu'avec un tel niveau de difficulté, entre guillemets, c'est dur aussi. Enfin, moi, je me souviens quand on avait fait notre séance, j'étais en mode « what the fuck ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, j'étais jeune dans le métier aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais certainement de meilleures clés. Mais comment ça a été ton parcours d'accompagnement ? Parce que j'imagine que ça n'a pas été simple. Ouais, c'est un parcours avec pas mal de rebondissements, donc je vais essayer de rester synthétique en vous en disant assez. En fait, déjà, j'ai cherché de l'aide avant même l'arrivée d'Oxmo. J'étais assez convaincue que c'était important de se faire accompagner en tant qu'humain sur l'accueil en fait, de ce petit être dans notre foyer. Donc on a identifié un pro 6 mois à l'avance. On a fait un bilan, donc pré-adoption, et une séance le lendemain de l'arrivée d'Oxmo. On a arrêté parce qu'on n'était pas alignés. Alors vraiment, pour la faire courte dans les propos qu'on a eus, il y avait le fait de pas du tout utiliser de friandises, sauf pour dire aux chiens qu'on l'aimait. Bon, jusque-là, je n'étais pas hyper d'accord, mais pourquoi pas. On m'avait dit que mon chien allait pas être un chien d'éduc, parce que c'était pas le genre de chien qui allait faire chien d'éduc. Donc, comme j'en avais parlé plus tôt, moi, c'était pas une notion qui me parlait. C'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire avec mon chien. Donc, j'ai trouvé ça en plus assez bizarre, en fait, de démoraliser comme ça quelqu'un sur ses projets dès le départ, même si voilà, c'était pas mes projets. Et sur cette histoire des friandises et en fait de ce qu'il fallait renforcer ou pas renforcer chez le chien, j'essayais de comprendre en fait. Par exemple, Oxmo il volait beaucoup les torchons, les trucs qu'il trouvait, et donc on était un peu souvent en conflit sur ce genre de trucs parce que je lui disais tu laisses machin, etc., comme ça m'avait été conseillé, et je disais mais en fait pourquoi est-ce que je renforcerais pas, je récompenserais pas quand mon chien laisse en fait ou ne va pas vers l'objet, et on m'a dit parce que le renoncement c'est naturel. Le seul truc pour lequel on peut utiliser une friandise, c'est pour la propreté, qui, elle, n'est pas naturelle. Alors, autant vous dire que si vous avez un Shiba, par exemple, la propreté est hyper naturelle. Après, tout dépend des chiens. Mais voilà. Donc, très rapidement, je me suis dit, oula, c'est bizarre. Ça va pas du tout être aligné avec la formation que je vais suivre aussi. Donc, je préfère arrêter là. Donc, petite déception dès le début. Ensuite, j'ai voulu voir quelqu'un. Cette personne était très sympa et sans doute aujourd'hui une bonne professionnelle. Mais sur le moment, je pense qu'elle était un peu en transition sur différentes approches. Et du coup, c'était peut-être pas forcément le meilleur timing pour la solliciter. Et j'ai l'impression que, comme beaucoup de personnes, elle n'avait pas les connaissances de ce type de chien en particulier. Oui. Et franchement, Oxmo, c'était un chiot, comme on a vu, qui était très, très intense. Un chien de chasse de travail, on en voit peu, et du coup, je pense qu'elle n'avait pas forcément les outils pour nous aider. Et en plus, elle avait été biaisée parce que c'était un printemps très pluvieux, et que du coup, Oxmo avait l'air un peu craintif, un peu penaud, alors que c'était pas du tout sa personnalité en extérieur. Donc, je me suis pas sentie hyper accompagnée, donc on a lâché le navire assez rapidement. Ça, c'était de ces 4 à ces 5 mois. Je crois qu'on a dû se parler à ce moment-là, toi et moi aussi, parce que j'avais un peu peur de l'arrivée de l'adolescence d'Oxmo. Et je t'avais posé cette question qui est, est-ce que si on se prépare suffisamment bien, on peut faire en sorte que l'adolescence ne soit pas dure ? Je pense que on peut poser la même question pour un gamin, en fait. Je crois que oui, on peut mettre en place un cadre sécure, bienveillant, qui fait qu'on n'a pas un énorme retour de flamme à l'adolescence, mais il se passe des trucs hormonalement qui sont on n'a pas le contrôle. Hors de notre contrôle. Voilà. Ça, c'était la Mélissa qui voulait tout contrôler et qui se disait que si elle avait vraiment son chemin hyper bien tracé et que je faisais tout exactement comme il fallait, ça allait bien se passer.
Et d'ailleurs, anecdote, j'avais fait imprimer au bureau à l'époque un énorme calendrier, un truc tableau calendrier A3, donc c'est assez grand, avec spirale, j'avais fait relier, pour dire ce que j'allais faire tous les jours avec mon chien comme activité. Pas dans cette optique d'en faire le chien parfait, parce que j'étais déjà un peu déconstruite là-dessus, mais j'avais un peu cette idée que si moi je faisais tout bien, ça ne pouvait pas mal se passer. Ouais, si tu suis la notice, ça va aller, quoi. Exactement. Et ça, c'est mon côté très protocolaire et très scolaire Oui. que j'essaye et que je dis à mes clients de pas faire ça, évidemment. Donc, j'essaye d'inculquer l'inverse. Mais mine de rien, je comprends aussi les personnes qui ont besoin de protocole parce que c'est rassurant, en fait, de savoir ce qu'on fait. Et d'où la grosse déception, en fait, quand j'avais choisi des éducs à l'avance, de me dire, punaise, en fait, c'est pas du tout ça. On est en train de prendre du retard. Et c'est parce qu'on fait ces erreurs que c'est en train de devenir n'importe quoi. Alors qu'en fait, voilà, je pense que ça aurait été mieux si on avait bien fait les choses dès le début, sans doute, mais on peut pas tout contrôler et sans doute que j'aurais pas appris ce que j'ai appris si je m'étais pas plantée. Mais peut-être que du coup, c'est aussi ça qui t'a manqué. Enfin, pardon, je te coupe, Vas-y. t'as pas fini encore de dérouler tout ton parcours, mais en tout cas, je sais que, surtout dans les débuts avec un chiot, moi, j'étais vraiment team comme toi, hyper structurée. Enfin, tu vois, je m'étais fait un petit carnet avec des pages, avec telle thématique et tout. Et donc, dès que j'apprenais des choses, je notais ce qui me semblait pertinent de retenir et tout ça. Enfin, moi, j'étais vraiment team comme toi, tu vois, je me rends compte pendant que tu me le dis. Et c'est vrai que je me rends même pas compte à quel point c'est un truc qui est important pour moi aussi dans ce que je donne à mes clients, tu vois. Cette structure assez claire, ce plan assez clair de... en fait, voilà ce qu'on va travailler. Ça veut pas dire qu'on va forcément faire ça, parce que forcément, on va s'adapter à ce que notre chiot vit et comment est-ce qu'il évolue, etc., et les besoins du moment. Mais peut-être que c'est ça aussi qui t'a manqué, toi, dans ton parcours, en fait, tu vois, d'avoir un truc très, très tracé, quoi. Je sais pas, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré par des routines et en même temps qui, lorsqu'on lui impose des routines, ne les suit pas. Ça, je pense que c'est propre au cerveau un peu trouble dysfonctionnel de l'attention. Et de beaucoup de gens, d'ailleurs. Mais je pense que de savoir un peu, effectivement, ce que j'aurais eu besoin, c'est quelqu'un qui sache me dire, voilà, là, t'as un chien de chasse, et t'as un chien de chasse de travail. C'était pas l'idée la plus brillante de la Terre, mais c'est pas grave, on va faire avec. Les trucs auxquels il faut que tu sois vigilante dès le début, c'est la prédation, les oiseaux, le fait que ton chien puisse revenir au rappel, d'éviter de le mettre dans des environnements hyper immersifs sensoriellement dès le début pour essayer de moins favoriser une exploration qui est complètement frénétique. Des choses en fait vraiment associées à ce que j'avais vraiment là entre les mains. Sur quoi je me focalise, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et typiquement tous les trucs je sais pas moi, de proximité de l'humain, d'accepter en fait le toucher, de désensibilisation des bruits, etc. De passer moins de temps là-dessus parce qu'effectivement on partait déjà avec des acquis là-dessus. En revanche, on partait avec des malus entre guillemets sur les autres sujets qu'on n'a peut-être pas priorisés de la bonne manière. Ouais. Ok, donc peut-être que tu aurais aimé du coup une prise en charge qui soit plus, qui tient plus compte de ton chien, en tout cas des besoins propres à sa race et au type de chien. Et c'est hyper intéressant ça. Et ça, je trouve ça difficile parce qu'en fait, on demande aux professionnels d'être spécialisés sur une thématique, mais rarement sur une race. Je vois pas mal aux États-Unis, sans dire que les Américains sont forcément mieux sur tout, loin de là, mais je vois pas mal de pros qui sont spécialisés ce qu'ils appellent herding dogs, donc les chiens plutôt genre border collie, etc. Les cattle dogs, les bouviers. Et en fait, le fait d'avoir cette spécialité sur une typologie de chien assez particulière, comme en Angleterre, on a les spécialistes de gun dog, fait que le ou la professionnelle connaît vraiment toutes les spécificités de la race, les difficultés qui reviennent souvent. Ok, ça c'est une difficulté qui est liée à la race, ça c'est une difficulté qui est vraiment liée à la période. Ça c'est, voilà, et de savoir en fait quel est le baromètre de on s'inquiète et on prend le truc là à bras le corps ou globalement ça va. Ouais. Ça aide. Ouais, non, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est pas vraiment une approche qu'on a chez nous où effectivement on est plutôt amené à traiter de toute race, pas forcément de tout âge, mais en tout cas il y a quand même des particularités assez importantes à tenir, dont il faut tenir compte, quoi. Ouais, carrément. Ouais, presque, j'ai l'impression que ça serait dévalorisant pour des éduques de dire qu'ils prennent pas telle ou telle race, parce que souvent c'est un argument, je prends toutes les races, et notamment les races difficiles, etc. Mais en fait, go te spécialiser en malinois réactif sorti de SPA, il y a un besoin. Go te spécialiser sur
le staff qui est sorti d'un élevage à Gennevilliers qui va avoir d'autres problématiques. Go se spécialiser sur le gun dog. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise spécialisation, mais je pense qu'il y a un intérêt à aller creuser au même titre que les éleveurs. Les éleveuses, on va leur demander d'avoir un ensemble de races qui est cohérent, en fait. S'ils font du Shiba, du Corgi, du Caniche et du Cocker, il y a un petit souci en général. Ouais, carrément. Oui, puis c'est sûr qu'on pense pas du tout l'éducation ou la rééducation de la même manière entre un chien A et un chien B en fonction de sa race, etc. Donc, non, c'est super intéressant. Ok, trop bien. Tu veux qu'on reprenne le parcours ? Ouais, on peut reprendre le parcours. Excuse-moi, j'ai digressé. Bah non, moi aussi. Et en fait, du coup, donc suite à ces deux professionnels qu'on a vus, il y avait un peu donc cette déception parce que j'étais plus du tout en contrôle. Et en fait, il faut savoir que moi, je commençais à rentrer aussi dans une mouvance aussi vis-à-vis de ma formation, mes stages, où je valorisais énormément l'observation, la lecture d'interaction entre chiens, entre congénères. Et de plus en plus, je commençais à comprendre le pourquoi du comment ne pas utiliser la friandise. Et notamment, en fait, je mettais ça en parallèle avec beaucoup de choses que j'avais pu suivre dans l'éducation positive sur les réseaux sociaux, où on valorisait l'utilisation de la friandise pour apprendre, en fait, tout ce qu'on voulait aux chiens, mais jusqu'à un certain point où parfois ça pouvait être un peu malsain, quoi. Enfin, fallait lui demander de rester à côté de nous en balade pendant 15 minutes, de nous regarder régulièrement et d'attendre notre regard pour pouvoir avancer, d'attendre notre regard pour pouvoir aller renifler une odeur, enfin des choses. Je pense à des programmes, sans les nommer, mais quand t'appelles le programme de ton chien Toutou Bluetooth, parce que ton chien est proche de toi, on est sur un truc genre vraiment... en tout cas, moi, ça me pose des questions sur la vision qu'on peut avoir du chien quand on pense comme ça. Et donc, je me suis vachement reconnue dans cette mouvance à un moment donné de plus du tout utiliser de la friandise. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers le pro suivant. Néanmoins, de ça, j'en suis revenue. Aujourd'hui, j'ai fait mon choix et mon tri. J'utilise des friandises. Simplement, je le fais de manière... comme n'importe quel pro en positif qui est bien formé et qui a des valeurs, une vision en fait de partage avec son chien qui est cohérente dans le respect du bien-être. On ne va pas s'enlever des outils bienveillants évidemment sous prétexte d'un certain dogme. Voilà. Donc, c'est juste pour expliquer un peu là aujourd'hui où j'en suis et à quel point je suis très claire avec cette vision-là. Mais j'ai sollicité donc cette personne que j'avais rencontrée dans ce cadre-là, qui lui a plutôt essayé de mettre Oxmo du coup au contact de congénères. On a mis Oxmo en contact de congénères, on l'a vu lors du bilan faire de la protection de ressources sur un de ses chiens. On s'est dit que c'était encore une tête de pioche, qu'il avait un caractère très dur, etc. Simplement, Oxmo, il est pas à l'aise. Quand il est pas à l'aise, il piste. Et du coup, si un chien s'approche d'un trou qu'il est en train de faire, il va faire de la protection de ressources. Évidemment, c'est un chien qui n'a pas peur. D'un chien qui fait 4 fois sa taille, il est capable de lui dire j'aime pas ce que tu me proposes et de le dire fermement et voilà. Avec assertivité, dirions-nous. Ça ne fait pas de lui un chien qui a un problème de ce point de vue-là. Et en fait, le truc, c'est que c'était un peu hors propos. C'était pas ça mon problème, c'était pas sa relation aux congénères. C'est un chien qui est un peu exigeant dans les rencontres, mais en fait, moi, je m'en fiche. Mon problème, c'est qu'il piste comme un dingue dès que tu lui mets un pied dehors. Dès qu'il y a un brin d'herbe, je parle même pas de forêt, un jardin, une odeur de chat, il va être complètement en bout de laisse, m'arracher l'épaule. Il hurlait à la moindre frustration, dès qu'on changeait de direction, dès qu'on l'interpellait, dès qu'il arrivait en bout de laisse, dès qu'il s'en mêlait. C'était prétexte à hurler. Il poursuivait les oiseaux. Voilà. Donc tout ça, c'était surtout pour ça, en fait. Et aujourd'hui, moi, je dis ça, je décris un cocker de travail. Ni plus ni moins. Mais je dis ça et c'était ça mon problème. Et en fait, le truc, c'est que ce professionnel-là, il a voulu prendre en compte ma difficulté, qui était celle de quelqu'un d'épuisé d'avoir un chien comme ça au quotidien. Sauf que du coup, pour m'apaiser en fait dans cette difficulté, il me disait aussi que mon chien était ingrat, qu'il me rendait pas la monnaie de ma pièce. Et en fait, ça a juste ouvert les vannes pour une dégradation de notre relation, puisque je me disais que mon chien, effectivement, se foutait de ma gueule, qu'il me testait. Et ça m'a mis dans une posture... Ça a enlevé tout le peu d'empathie que je pouvais avoir pour mon chien. Ouais. On sait que la frustration, qui était donc l'émotion sous-jacente de tout ça, c'est pas une émotion
qui génère beaucoup d'empathie. En tout cas, pas chez moi. Mais on sait que c'est pas une émotion qui génère beaucoup d'empathie. Et du coup, là, qu'on puisse me dire, qu'on me valide dans le fait que mon chien est un petit con et globalement est ingrat avec moi, ça m'a mis dans une posture de conflit, en fait, et d'énervement vis-à-vis de lui. Je pense que oui, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis sur la frustration. Je pense que c'est un peu une émotion qui est moins valable, tu vois, où on va moins... c'est un peu du caprice, où tu vois, il y a un peu ce truc-là derrière. Là où la peur, bon, bah, tu fais le parallèle, l'excitation intense, tu fais le parallèle et tu peux plus effectivement te l'approprier ou en tout cas te mettre dans la peau de ton chien à ce moment-là. Que la frustration, c'est moins alors c'est une émotion à laquelle on réagit pas très bien non plus, hein, et qu'on a beaucoup de mal à gérer nous aussi. Ouais. Mais effectivement, ça génère moins ce truc de compréhension, ouais. Mais complètement, et je suis complètement d'accord avec toi, et ça m'a fait penser à la masterclass sur les émotions organisée par Humanimalis. C'était hyper intéressant, et effectivement, j'avais pris conscience à ce moment-là qu'il y avait peut-être un truc qui jouait à ce niveau-là. Donc voilà, il y a un peu une dégradation de la relation, et après, le truc, c'est que ce qu'on a essayé de bosser, en fait, avec Oxmo, c'est de le faire tolérer la contrainte et la frustration. Donc plutôt que de se dire, moi aujourd'hui je fais facilement la déconstruction puisque j'ai avancé et je sais sur le moment. Mais là je peux dire, plutôt que de se dire, là cette forte frustration, ce fort pistage, tous ces comportements, ils viennent d'une part évidemment de la génétique, mais ils viennent aussi peut-être d'un stress, d'un certain nombre de choses. On est parti sur, on va le faire tolérer cette frustration, on va le faire tolérer cette contrainte. C'est un chien qui tolère mal la contrainte, il faut qu'il la tolère. C'est pas lui qui peut régner sur ton monde. En gros, sans parler de dominance, puisque c'était pas non plus dans les valeurs. Mais, dans le fond, il y a ce truc de, faut pas que ton chien... tu restes maître de ton chien. Ouais, mais bon, ce qui est normal, je comprends aussi que l'idée, c'est pas de se faire... que toute ta vie soit régie par ton chien, ni même par ton mec, ton mari, ta partenaire, voilà. Mais... Donc, ce qu'on faisait, c'est que dès qu'il hurlait, on bloquait la longe. Dès qu'il tirait, on s'arrêtait. Si il n'arrivait pas à se canaliser en début de balade, on le remettait en voiture. À un moment donné, on l'a carrément attaché à un arbre parce qu'il n'arrivait pas à se canaliser, donc on l'avait attaché. Donc ça, c'était pour me retrouver ensuite en chiale devant un mec de l'Office national des forêts qui m'a dit « Si vous voulez maltraiter votre chien, faites-le pas dans ma forêt et j'appelle la SPA ». Yes. Voilà. Nickel. Donc en fait, à un moment donné, évidemment, j'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais et surtout, peut-être que si j'avais vu des résultats, je me serais dit que c'est ce qu'il fallait faire. Mais j'ai pas vu de résultats. À l'inverse, je voyais que ça empirait. Et en fait, j'ai vu que ma relation avec Oxmo empirait. On a été suivis de ces 7 mois à ces 1 an. Donc en plus, dans une période qui est hardcore en termes d'adolescence, on va pas se mentir. Ouais. Ou justement, d'ailleurs, la gestion, la régulation des émotions, la tolérance à la frustration, de toute manière, dans cette période-là, est difficile, en fait. Donc, effectivement, on te faisait travailler sur un truc qui, en soi, a une certaine justesse, mais ça nécessite que le chien soit capable de le faire, quoi. Ce qui n'était pas le cas. Et comme ça a été toujours difficile avec Oxmo, la frustration, je ne savais pas forcément ce que j'attribuais à l'adolescence aussi. Mais clairement, de toute façon, en plus, ça empirait. On allait vraiment droit dans le mur parce que on arrivait dans une période qui était vraiment chaude en termes d'hormones. Alors, pour le coup, il n'avait pas de comportements hormonaux à vouloir chevaucher les femelles, à pister énormément sur les odeurs sociales ou quoi. Mais plutôt sur le côté vraiment gestion émotionnelle qui était vraiment compliqué. Donc là, on a rajouté une pièce dans la jauge de la déception de Mélissa, qui pensait pouvoir contrôler le chemin de l'éducation de son chien, qui se dit je me suis encore plantée. Et en fait, du coup, c'est là où j'ai choisi la professionnelle qui nous a accompagnés. Donc j'ai regardé, on s'est vu pendant 2 ans, c'était hyper intéressant de s'en rendre compte. Donc c'était avec Sarah de Canescence que tu as interviewée, il me semble, sur la partie prédation. Et je suis allée la voir parce que spécialisée autour de la prédation, moi je pensais que j'avais un sujet de prédation au moment où je l'ai sollicité. Puis j'avais l'impression qu'elle avait quand même, dans ce qu'elle partageait dans ses clients, des chiens avec des forts niveaux d'excitation, de frustration. Il y avait des choses et je me suis dit, au niveau des comportements, elle doit quand même avoir un peu l'habitude. Contrairement aux pros que j'avais vus jusque-là, personne ne m'avait donné l'impression d'avoir l'habitude de ces comportements-là. On était
Tu vois, on était sur de la réactivité congénère, des problématiques de séparation, enfin, sur d'autres problématiques qui revenaient plus souvent. Et celle-là, je la voyais moins. Et donc voilà, donc ça a été la dernière personne qu'on a sollicitée. Donc on a commencé aux 13 mois d'Oxmo. On a tenté une castration chimique c'est 1 an et demi, ce qui avec le recul était un peu tôt. On n'avait pas forcément... En fait, c'était tôt, non pas dans l'absolu, c'était tôt parce que ça aurait pu être une période où on aurait encore vu des changements puisqu'on arrivait en fin d'adolescence. En tout cas, fin sans doute d'un pic d'adolescence. Et ça aurait pu être intéressant de voir comment il évoluait avant d'aller mettre autre chose. La vraie difficulté aussi, c'est qu'à chaque fois, quand on met des choses en place, si on met plein de trucs en place en même temps, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui fonctionne. Ouais. Après, on ne sait jamais exactement ce qui fonctionne parce que tout est multifactoriel. Mais franchement, si on peut éviter de se rajouter 12 trucs dans la balance en même temps, genre je change sa bouffe, la méthode d'éducation que je suis en train d'utiliser, le parcours de balade, enfin tout en même temps, du coup c'est pas hyper facile à lire. Donc bon, j'estime qu'on aurait pu le faire moins tôt, mais bon, comme ça on a testé plein de choses avec Sarah, notamment l'axe principal pour démarrer notre accompagnement, ça a été de réduire la frustration d'Oxmo. Et pour ça, on a juste lâché prise sur énormément de choses. On a arrêté de bloquer quand il tirait. On se laissait tirer au début. On a changé nos parcours de balade. On a mis en place des routines un peu prévisibles pour laisser plus de place à la communication d'Oxmo pour nous dire où et quand il voulait aller à tel ou tel endroit. On a déménagé aussi, donc ça, c'était pas du tout dans... Ça n'avait rien à voir avec notre approche, ce qu'on mettait en place, juste concours de circonstances. On a déménagé un petit peu à l'extérieur de Paris. C'est légèrement moins urbain, il y a un peu moins de monde et je pense qu'il apprécie. Mine de rien, là où nous, on n'a jamais vu de peur d'Oxmo vis-à-vis des humains, des voitures, de la circulation, on remarque que quand on aborde des zones qui sont très peuplées, avec beaucoup de choses, beaucoup de stimulation, son rythme s'accélère. Donc en fait, c'est une expression de son stress. Et en fait, on a compris avec Sarah que l'excitation d'Oxmo, c'est une expression de son stress, en fait. Et le fait d'avoir mis le doigt là-dessus, et j'ai beaucoup résisté. Franchement, quand tu le vois, il a juste l'air hyper intense, excité, joyeux, excité. Enfin, c'est compliqué de voir une valence négative à ces comportements-là. Ouais. Et même moi, parfois, quand j'ai des clients et je leur dis « là, c'est peut-être un peu du stress », et je vois bien la résistance que j'ai en face. Et c'est dur pour moi, parce que c'est dur d'être cette annonciatrice de « en vrai, ton chien, il va pas très bien là ». Parce que moi, j'ai résisté. Moi, Sarah, elle me disait ça. Après, on a vu une vétocomp qui me disait à peu près la même chose. Et moi, j'étais en mode, ça a l'air quand même d'être à valence positive. Et franchement, même les vétos qu'on a vus, quand il voyait Oxmo arriver dans le cabinet, il aime tellement le contact humain et puis il saute dans tous les sens. Mais c'est pas un truc genre d'un chien qui saute dans tous les sens qui a l'air pas bien. C'est un chien qui il vient chercher le contact, il dandine dans tous les sens. T'as l'impression qu'en vrai, ça va. Mais quand tu le connais aujourd'hui et que tu vois un peu la montée en excitation qu'il peut y avoir dans un cabinet véto, par exemple, voilà, il est pas terrorisé. Mais clairement, il y a une montée émotionnelle qui est là, qui est bien présente. Donc ça a été vraiment le plus gros truc, c'est de se rendre compte de ça. Et puis en fait, une fois que tu te rends compte qu'il y a du stress, tu te redeviens beaucoup plus empathique avec ton chien, tu comprends un peu quels environnements lui font du bien, quels environnements lui font pas du bien. On l'a beaucoup laissé tirer à un moment donné, on l'a carrément lâché à certains endroits qui étaient hyper sécurisés pour vraiment lâcher prise. On a arrêté de lui proposer des friandises pour l'appeler, parce qu'il y avait un rapport ambivalent. On a arrêté de lui demander des choses en balade. On a vraiment tout reset. Ouais. On a supprimer essayé l'exposition à cette émotion, en fait, comme on le ferait avec d'autres émotions, en fait. C'est ça. Comme on ferait sur de la réactivité, sur des choses urbaines, où on va juste se mettre au vert, décompresser à fond. Donc un vrai reset, et de ce reset, on a essayé pas mal de choses, on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait l'intéresser comme interaction avec nous en extérieur, est-ce qu'il avait envie de jouer, à quoi, est-ce qu'il avait besoin de contact, on a vraiment essayé plein de choses, on a essayé plus d'enrichissement à la maison, voilà, c'était vraiment, et c'est pour ça que c'est un accompagnement qui a duré longtemps, non pas parce que nos problèmes n'ont pas été réglés avant 2 ans, on a eu plein de résultats tout au long de l'accompagnement, mais plutôt parce qu'on était un peu en tandem, nous et notre comportementaliste, pour vraiment
réussir à comprendre, observer notre chien en particulier et voir est-ce qu'on met ça en place, ok, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a comme retour là-dessus, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et on a fini par voir aussi une véto-comportementaliste du coup, en tandem aussi avec Sarah, et on a mis en place une médication. Okay. Parce que du coup, on avait déjà beaucoup progressé, mais on voyait bien qu'il y avait on arrivait à un plafond de verre en fait, et que là, il y avait quand même un stress qui était pas anodin, et notamment en fait, le problème d'Oxmo, c'était cette explosion émotionnelle. À des moments, tu passes une porte, il hurle. Enfin, c'était vraiment ce truc-là de gestion émotionnelle qui était très compliqué. Ouais, et l'impulsivité, en fait. Ouais. L'impulsivité et la généralisation de choses qui pouvaient être punaise, en intérieur, dans une résidence, dans un parking. Il savait faire des choses de dingue. Il était capable de revenir vers toi. Enfin, vraiment, tout allait bien. Et dès que tu mettais le moindre environnement ou sensoriellement trop stimulé, tu vois, un jardin, même clos, même un jardin à l'anglaise avec juste du gazon et pas de passage de chat et en pleine sécheresse, enfin, il y avait rien, même du gravier, il y avait rien qui me permettait d'aller faire généraliser des choses à Oxmo, de ce qu'il était capable en termes de calme, de renoncement, de statique, de rappel, de ce que tu veux dans l'intérieur, ça ne passait pas la frontière. Et en fait, c'est ça, c'est ce que la médication nous a apporté. C'est pas du tout un chien parfait. On a quand même un chien qui, encore une fois, quand il est très émotif, très il s'excite, ça lui arrive encore parfois de crier sur un truc parce que il reste lui, on l'a pas du tout tassé, mais il généralise certaines choses et les explosions émotionnelles sont bien moins explosives. On a l'impression d'avoir vraiment aidé, quoi. Pour l'avoir vu il y a 1 an et demi déjà. Ouais. C'est dingue quand je suis venue chez toi il y a 1 an et demi. Effectivement, par rapport à ce que tu décrivais avant, et c'est quand même le jour et la nuit, quoi. Enfin, il est capable d'aller en terrasse, il est capable de se promener tranquillement et tout. C'est dingue. On était allé se poser en terrasse et il avait réussi à se poser. Enfin, Oxmo, il s'asseyait pas ne serait-ce qu'une seconde en balade. Effectivement, dans les comportements dont j'ai pas évoqué, le statique, quoi. Il hurlait en bout de laisse et là il s'était posé en terrasse. Après je l'emmène pas en terrasse en plein Paris, franchement je vois pas l'intérêt de le mettre dans cette difficulté là, mais dans notre coin c'est totalement quelque chose qui est réalisable et c'est chouette. Ouais. Trop bien, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je trouve que j'espère que ça fera écho chez pas mal de personnes qui peuvent avoir un chiot ou un jeune chien un peu très intense, avec beaucoup de frustration et tout. Et en fait, je pense que, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, parce qu'en fait, ce que tu décris, moi, je l'ai beaucoup vécu avec Charlie aussi, et j'ai mis longtemps à comprendre que cette intensité, cette intolérance à la frustration, c'était beaucoup plus du stress que juste, j'aime pas la contrainte et je te le fais payer. Ouais, exactement. Mais que ça prend son temps aussi. Et je pense que ça demande une certaine maturité en fait avant de pouvoir traiter ce qu'on demande, et que en fait dans cette attente, c'est clair que c'est très dur à gérer en tant qu'humain derrière, de l'autre côté de la laisse, mais qu'en fait pour notre chien on n'a pas vraiment le choix que juste de lâcher prise à ce moment-là, et entre guillemets, alors c'est pas d'attendre que ça passe parce qu'on peut être proactif pendant cette attente-là, mais en tout cas de l'accompagner vers plus de maturité émotionnelle sur d'autres points qui feront que ça l'aidera sur ce sujet-là en particulier, quoi. Mais je pense que bloquer et focus, mettre tout son focus et mettre toute son attention et mettre toute son énergie là-dessus, sur un chien qui émotionnellement qui est pas prêt en fait à travailler ça et à maturer ces sujets-là, marche pas, quoi. Ouais. Et fun fact, j'avais lu une étude notamment sur la stérilisation précoce, castration précoce des chiens et des chiennes, qui parlait en fait du fait que certains chiens de travail et d'autres chiens pour qui la maturité sexuelle va apporter vraiment un apaisement, en tout cas une régulation comportementale, c'était hyper touchy d'aller stériliser trop tôt. Et donc en fait le problème est dans le titre, c'est que si tu as des chiens, et notamment des chiens de travail, pour qui la maturité sexuelle et donc hormonale va apporter une régulation émotionnelle, comportementale, du coup on est un peu obligé de prendre ça en compte et de se dire que, sans être dans un truc de on attend que ça passe, parce que c'est pas non plus ce qu'il faut faire,
mais de pas être dans cette logique de forcing, de se dire, voilà, il faut serrer la vis à l'adolescence, le chien me teste, il faut à tout prix lui demander plus de choses, et de comprendre qu'il faut qu'on puisse bosser avec lui et pas contre lui dans cette période, parce que réellement, il est en train de se réguler pour atteindre quelque chose d'un peu plus stable ensuite. Oui, et je rajouterais même le fait de forcer, de faire le focus en fait sur ce type d'apprentissage-là, ça ne peut que faire dégringoler la confiance en fait, parce qu'on est dans un moment où notre chien, même si c'est chiant à gérer, il a besoin d'aide en fait, il a besoin d'accompagnement, il a besoin de facilité, parce qu'il il est déjà en galère. Donc plus on va lui demander des choses, plus on risque de perdre des points, moins il nous fera confiance, et du coup plus c'est là que le lien commence à se dégrader en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui rend l'expérience d'un chiot difficile, c'est que en fait c'est frustrant en fait d'être un chiot. Et c'est beaucoup d'émotions en même temps, et des émotions qu'on soupçonne pas ou qu'on visualise mal nous en tant qu'humains, et du coup qu'on a du mal à accompagner. Et là où on ne parle que de problèmes éducatifs, etc., ou de si ça dépasse les 5-6 mois, et on va avoir des problèmes comportementaux pour le restant de notre vie. Non, en fait, je vous rassure, déjà, quand votre chiot, il a 2 ans, c'est un autre chien. Quand il arrive à 3 ans, c'est encore un autre chien. Et je vous assure, on sort de ça, en fait. Mais il faut juste lui laisser du temps de mûrir. Il faut juste se laisser du temps aussi d'apprendre à lâcher prise et à se détacher des injonctions éducatives qu'on peut avoir, de ce que la société nous renvoie, de ce que doit être notre chien, vite. Même si on le sait théoriquement, quand on le vit, c'est encore différent. Enfin voilà, là on s'en parle de manière assez facile parce que c'est notre boulot à toutes les deux, et puis qu'on a rencontré ça aussi très très fort avec nos chiens. Mais c'est vrai que il y a un vrai truc de temps dans lequel on ne fait pas rien, mais dans lequel juste on se fout la paix quoi. Et on fout la paix à notre chien. Puis nous aussi, on a été, au-delà d'être éduque, on a été gardienne de chiens avant tout, et on a été dans cette volonté toutes les deux de rentrer dans des protocoles, de se dire voilà, on va faire au mieux, d'avoir du contrôle sur la situation, et on se rend bien compte que, en tout cas, c'est le lâcher prise qui nous a le plus permis d'évoluer. C'est le lâcher prise qui a été le plus renforçant. Et en fait, je trouve que ce qui est hyper dur en tant que gardienne de chien, quand un chiot arrive à la maison, ou même quand un chien, pas forcément chiot, mais arrive à la maison, il y a ce côté, tout Internet, tous les médias, tout ce qu'on peut voir, nous dit que il faut absolument tout faire dans cette fenêtre de socialisation qui est extrêmement critique, qui est des 12 semaines. Et après, une fois que tu as passé les 12 semaines, il faut quand même tout faire pour bien paver avant l'adolescence, parce que après, sinon l'adolescence, ça va être pire. Et que après, il faut que, surtout pendant l'adolescence, tu lâches pas, parce que sinon ton chien, il va te contrôler et il va dominer ton monde. Et en fait, c'est toujours une espèce de course comme si déjà on n'était pas dans notre vie au quotidien, dans un truc déjà, un rapport hyper malsain et dans une course effrénée au temps. Et là, même dans notre rapport au chien, on nous dit que il faut faire vite et il faut tout mettre en place pour avoir le chien parfait en 21 jours. Parce qu'il y a des intitulés de bouquins et de formations où c'est le chiot parfait en 21 jours, le chiot parfait. Et c'est hyper dur de mettre des injonctions comme ça dans la tête des gens, alors même que... sans être dans un truc où c'est full lâcher prise et on fait plus rien, il y a d'autres priorités. Il y a la priorité de comprendre son chien, qui il est lui en tant qu'individu, c'est quoi les prédispositions raciales avec lesquelles il arrive et ce qu'il faut qu'on mette en place, apprendre à communiquer avec lui, à lire sa communication. Il y a tellement d'autres choses de précieuses et on les perd. L'aider à se reposer. Ouais, l'aider à se poser, à dormir correctement. Parfois, c'est pas le cas. C'est ça. Déjà, si vous avez un chien qui dort, qui dort comme il faut, mais c'est comme nous, hein. À partir du moment où on dort pas bien, ça sert à rien de vouloir faire des choses. On sera pas productif. C'est exactement pareil avec un chien. Et après, tu vois, là, tu parles d'un vécu que tu as eu aussi avec Siobhan, et c'est intéressant aussi de se dire que nous, en tant qu'éduques, on a des vécus avec nos chiens, et ça va forcément... c'est même pas biaisé, ça va créer une empreinte dans ce que nous, on va transmettre aussi aux gens. Je sais que moi, sur les trucs de statique, d'excitation, je vais avoir des choses à raconter, je vais avoir un regard à porter dessus différent d'autres pros qui n'ont pas eu ces problématiques-là ou qui n'ont pas eu ce type de chien. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Si j'avais l'option de choisir, parce que j'avais des milliers de personnes qui se bousculaient au portillon et que je pouvais choisir d'accompagner uniquement les personnes où j'étais vraiment la plus pertinente, je le ferais à 2000%.
Après, la réalité du métier est autre. Je sais pas si on veut mettre ça dans le podcast, mais c'est la réalité du métier. Je suis OK à ce qu'on le dise. Ouais. Est-ce que là, après coup, en reparlant de tout ça, il y a des erreurs que tu as pu faire peut-être avec Oxmo que tu aurais peut-être pu éviter ou que tu regrettes ou pas hein, d'ailleurs aujourd'hui, mais un peu dans les erreurs que tu as croisées dans ton parcours qui ont fait que c'était pas pertinent là de faire ça avec Oxmo? Sur le moment, je déteste faire des erreurs et je vais vraiment... Il y a une perte de contrôle qui m'est assez insupportable. Néanmoins, avec le recul, je suis convaincue que c'est celles-là qui font que j'ai des convictions sur ce que j'apporte. Donc, voilà. Juste disclaimer, je pense que c'est OK de faire des erreurs et c'est même sain. Mais dans les trucs vraiment très concrets, un des pros que j'avais vu au tout début m'avait dit en fait, t'as ta bulle, le chien a la sienne, et au début, quand il est chaud, il a tendance à être dans ta bulle. À vouloir, en tout cas, rester dedans. C'est ce qui fait que t'as un super suivi naturel avec ton chien et il reste proche de toi. Et que pour que ton chiot et ton chien futur comprennent que c'est un peu toi qui décides comment avance la bulle et il faut que, en gros, il garde un peu ton rythme, il faut pas l'attendre. Et donc, du coup, première grosse erreur, même des bébés, quand Oxmo s'arrêtait pour renifler des trucs, j'allais pas partir en courant devant et l'appeler en mode dépêche-toi et tout, mais j'allais continuer à marcher. Sauf que quand tu continues à marcher avec des pas d'humains qui sont des pas de géants face aux petites toutes mini pattes de ce tout petit chiot, lui en fait il court pour te rattraper. Et ça crée deux trucs. Ça crée ce FOMO de vite, 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 il faut que je retrouve mon humain. Donc FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper, juste pour traduire. C'est cette peur du coup de perdre l'humain qui est en train de s'éloigner. Donc vite, vite, je me dépêche à prendre mon odeur et je la rejoins. Et en plus, au bout d'un moment, ça automatise le fait de se déplacer en courant. Ouais. Donc ça, vraiment, quand je regarde les vidéos d'Oxmo Show et que je vois qu'il marchait calmement en forêt, qu'il y avait des moments où je le lâchais, il était plutôt chouette, mais que je le faisais courir pour me rattraper, ça me brise le cœur. Ça... Et déjà, il te rattrapait. Parce que ça peut aussi créer ce truc de en fait, elle se barre, moi je fais ma vie et du coup je pars encore plus loin. Ouais. Quoi. Mais en fait, ce truc de juste synchronisons-nous. Synchronisons-nous. C'est OK aussi si ça fait 15 minutes que le show est au même endroit. On peut lui dire c'est bon, on avance et c'est OK de générer parfois à un moment donné ce besoin de nous suivre quelque part. Mais voilà, dans un juste milieu, quoi. C'est aussi normal pour nous de l'attendre. C'est nous qui l'avons foutu là, ce chien. Il a besoin de se balader et dans un monde d'odeurs. Laissons-lui le temps d'explorer cette odeur sans le presser tout de suite. Ça, c'est vraiment une erreur assez concrète, je trouve, dans son pattern d'exploration. J'ai aussi quelqu'un qui m'a dit, et ça se voit qu'elle n'avait pas de chien de chasse comme Oxmo, qui m'a dit « Oh, s'il chasse quelques pigeons, tu peux laisser faire. De toute façon, il pourra faire la différence de ceux qui sont en ville qui ne pourra pas chasser et ceux qui sont en forêt qui pourra chasser. » Yes. Donc, non. Du coup, on a laissé faire. Alors, je ne sais pas si on aurait pu se prémunir de ça. Peut-être, franchement, en évitant de le lâcher dans des endroits où il y avait des corbeaux et des pigeons. Si on avait su, on l'aurait peut-être pas fait. Mais donc, du coup, on a laissé faire. Et franchement, j'ai des vidéos d'Oxmo à 4 mois, qui est une mini croquette. Il y a un corbeau sur une branche d'arbre à 3 mètres de lui en hauteur. Et il est en train de sauter, de faire des bonds de quasi 1 mètre, en hurlant, parce que ce corbeau est là. Et c'est même pas un oiseau qui est par terre. Ouais, donc très rapidement, ça a pris une intensité énorme. Et donc franchement, ne les laissez pas, encore moins en liberté, ne les laissez pas chasser. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour le coup, ça c'est de l'adrénaline. Il y a beaucoup de dopamine aussi. Et donc c'est un truc hyper addictif, ça se renforce tout seul. Tu ne fais rien. Ça se renforce tout seul. Et ça ne va pas s'arrêter tout seul. Et il n'y a pas de truc de... Parce que tu le laisses faire, ça va se tasser, en fait. Ça va passer. Non. Ouais, non. C'est comme courser les chats qui passent dans le jardin. Ouais. C'est comme... Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut, dans l'absolu... Si toi, tu t'en fiches, en fait, qu'il chasse les oiseaux, ou si c'est un chien qui n'a pas une grosse prédisposition de ce point de vue-là, ou que c'est un truc que tu fais parce que tu vas au stage de gun dog de chasse ou que sais-je, et tu le fais de manière encadrée, c'est autre chose.
Mais si globalement tu veux pas que ton chien chasse des pigeons, que t'en as beaucoup près de chez toi, c'est pas parce qu'il est dans le bois en train de le faire en liberté qu'il va pas le faire en ville. Compte sur moi, il va hurler sur les pigeons qu'il croise en plein Paris et tout le monde va te dévisager parce qu'on dirait littéralement un singe hurleur. Voilà. Et on m'avait dit, un de tes problèmes, c'est que t'as trop peur du regard des autres et du coup, comme tout le monde te regarde quand ton chien fait du bruit, tu fais pas ce qu'il faut. Non mais frérot, est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec à ton bras un truc qui fait des bruits, mais tel que... Enfin, même moi, en fait, j'ai l'impression que je viens de lui écrabouiller la patte. Ouais. Ah bah ça, oui, ça prend, quoi. C'est quand même... c'est hyper impressionnant comme c'est truc. Intense. C'est normal. Ouais, c'est intense. T'as l'impression... Enfin, moi, j'avais l'impression parfois de le coincer entre les portes de l'ascenseur quand il hurlait tellement c'était dur. Donc ça, et encore une fois, c'est des erreurs qui sont très liées à la race. Hein. On parle quand même du coquin de travail. Les erreurs de, ce qu'on l'a abordé, hein, de vouloir tout contrôler, tout faire. Allez, jour 1, je fais ci, jour 2, je fais ça. Plutôt que d'être dans un truc hyper protocolaire, d'être plus dans un truc de compréhension de votre chien, de cet individu, de sa communication, et d'accepter de laisser un peu le temps aux choses, et de pas se mettre la pression et lui mettre la pression trop vite. Et après, ça c'est un truc, c'est pas une erreur, c'est un apprentissage qui a pris du temps, et je suis pas convaincue qu'on puisse accélérer cet apprentissage, c'est celui de vraiment accepter son chien tel qu'il est. Moi, je pense que dans mon imaginaire du chien, j'ai voulu un chien toute ma vie. J'ai gardé plein de chiens, j'ai gardé des braques, des golden, des créoles, des bulldogs, et en fait, je mettais pas du tout le doigt sur la différence liée à la race, aussi parce que quand j'étais petite, les chiens que je gardais, les chiens d'amis de parents, c'est des chiens qui sont tous hyper inhibés, en fait, ils ont une vie un peu moyenne. Et donc, il y a un truc un peu homogène dans ce qu'on observe chez les chiens qui sont très inhibés. Et du coup, j'avais moi, en tout cas, cette idée du chien qui marche à côté de toi en balade, de manière un peu posée. En fait, je voyais un berger allemand senior. C'était ça, mon idée du chien. Et j'ai pris un cocker ligné de travail qui arrivait chiot. Et j'étais en mode genre, c'était pas exactement ce que j'avais en tête. Et le temps où j'ai compris que je pouvais pas faire de mon chien... Alors, peut-être pas un berger allemand senior, mais un chien de berger plutôt calme, en prenant en compte évidemment que les avantages du chien de berger. Hein. Les mauvais côtés, on n'y pense pas dans ces moments-là. Et tant que je continuais à comparer mon chien en fait, à d'autres chiens qui n'avaient rien à voir avec lui, ça a été compliqué d'avancer. Et quand je parle de lâcher prise, du coup, il y a eu aussi ce lâcher prise-là, d'accepter que j'avais un cocker de travail et que c'est merveilleux à plein d'égards. Moi, il y a des choses que j'adore chez Oxmo et je pense que je serais assez maso pour dire je recommence. Demain, je recommence, je prends les mêmes, on recommence. Là, demain, je vous rassure, je recommence pas. Mais si j'avais dû revivre ça, je l'aurais revécu. Mais voilà, aujourd'hui, j'accepte en fait que ce soit un chien qui est stimulé par l'extérieur, qui adore, s'il voit un oiseau dans le jardin, il va faire... Enfin voilà, et de voir... Qui est entier, quoi. Qui vit les choses pleinement. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi son chien dans le regard d'autres personnes qui ne vivent pas les difficultés parfois et qui vont te dire des choses comme il est quand même... c'est fou cette exploration minutieuse qu'il a de son environnement. Il est là, il renifle chaque petit carré. Moi, je sais que mon père peut me dire ça. C'est quand même incroyable quand on le sort, il est en train de renifler chaque petit centimètre carré. Il a l'air tellement passionné par ce qu'il est en train de faire, alors qu'en fait, il est en train de lui arracher le bras parfois. Et j'entends mon père me dire ça et je me dis, mais c'est tellement merveilleux d'avoir cette capacité de s'émerveiller plutôt que d'être uniquement de ce dans comportement-là. Ouais. Une autre erreur que j'ai pu faire, et la dernière, c'est de vouloir à tout prix tout renforcer. Et renforcer avec une friandise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chien de chasse et de travail, son renforçateur ultime, c'est l'environnement. Et donc, si tu récompenses systématiquement avec de la bouffe le fait d'être rappelé, d'être attaché, et donc de ne plus avoir accès à ce qu'il est en train de faire de zinzin génial, merveilleux dans son environnement, t'es pas en train de le récompenser. T'es en train de le punir. Peu importe la valeur de ta bouffe. En tout cas, pour nous, c'était ça.
Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et du coup, la solution, c'est pas de dire je donne accès à l'environnement à mon chien que sous permission et on rentre dans un truc hyper malsain, parce que j'en ai vu des trucs sur la prédation où ton chien doit te demander l'autorisation pour aller renifler un brin d'herbe parce que l'environnement est trop renforçant. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout ok d'avoir ce rapport à son chien-là. C'est pas un robot et j'ai pas envie de le faire vivre dans un truc uniquement sous autorisation. Par contre, d'avoir conscience que oui, il va se renforcer, comme on a dit pour les pigeons, s'il va dans les buissons, etc. Donc, plutôt de gérer avec une longe ce qui est situation de liberté ou non et d'avoir conscience de ce qui peut se renforcer dans tel ou tel environnement et d'avoir conscience que ta friandise, elle peut être punitive si elle vient systématiquement arrêter un comportement qui est génial. Et donc là, c'est vraiment une histoire de timing, de quand est-ce que tu récompenses, de quand est-ce que tu évites de récompenser. Est-ce que si tu récompenses avec de la bouffe, est-ce que tu le fais de la manière dont tu le fais ? Parfois, le fait de donner la nourriture comme ça, c'est vraiment trop faible, en fait, comme récompense, versus lui faire chasser la friandise, lui redonner accès à l'environnement. Enfin voilà, après ça, je pense que je conseille plutôt vraiment de se faire accompagner par quelqu'un qui sera capable de regarder tous les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'il y a de l'anxiété ? Est-ce qu'il y a telle ou telle problématique ? Parce que franchement, c'est compliqué de donner des règles générales, mais en tout cas, de faire hyper attention. La friandise n'est pas forcément positive dans la manière dont elle peut être utilisée pour les chiens. Mais au même titre que sur de la réactivité. Ouais. En fait, moi, tu vois, le truc auquel ça me fait penser, c'est en fait différencier l'apprentissage de la gestion. Et quand on a un chiot, il y a rien de plus frustrant. En fait, on a envie de faire de l'apprentissage tout le temps. Sauf que notre chiot est pas capable de faire de l'apprentissage tout le temps et dans toute situation. Donc, il faut vraiment différencier les moments où on est en train d'apprendre un comportement, parce qu'on le fait dans le salon, à la maison, tranquille, au calme, et les moments où juste on est en gestion d'environnement, gestion de situation. Si on n'a pas encore de rappel, on laisse une longe au sol, et si on veut travailler la connexion, on va juste travailler déjà le fait que quand nos chiens nous regardent, on est déjà satisfait de ce truc-là, et puis en parallèle de ça, on va travailler des exercices de rappel à la maison, et puis petit à petit, on va essayer d'agrémenter les deux. Mais en aucun cas, on travaille le rappel quand on est déjà en balade en forêt, en train de faire des trucs, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc, moi, que j'essaye de vraiment inculquer à mes clients, de vraiment différencier les moments où on peut travailler et les moments où juste on est en gestion. Et c'est très bien, et c'est OK aussi de faire de la gestion beaucoup. Comme on travaille d'ailleurs en réactivité, où en fait, la plupart du temps, on gère, quoi. Et de temps en temps, on va s'organiser des sessions d'entraînement et de travail, quoi. En fait, quand tu as un chien qui est justement en difficulté pour se gérer émotionnellement, il n'est pas en capacité d'apprendre. À ce moment-là, s'il est dépassé émotionnellement, il n'est pas en capacité d'apprendre. Et notre chien était quand même souvent déjà de l'autre côté, quoi. Donc c'est ça aussi qui pouvait être frustrant. Et là, d'avoir une bonne gestion, c'est la moindre des choses. Et peut-être dernière erreur, en tout cas, je vais pas dire dernière parce que j'ai déjà dit dernière, mais il y a un autre truc auquel je pense. Nous, on s'est acharné pour amener Oxmo en forêt tous les jours. On s'était dit qu'il fallait qu'on habite près de la forêt pour Oxmo. On a redéménagé près d'une forêt avec le jardin pour Oxmo. Au final, maintenant, aujourd'hui, qu'il est en maturité et en capacité de faire les choix qui lui font du bien, parce que c'est ça aussi. Au début, on lui laissait la possibilité de faire des choix. Il faisait pas les bons. Maintenant, un chiot ne fait pas de bons choix. Exactement. Merci. Un chiot ne fait pas les bons choix. Un chiot qui est déjà de l'autre côté de l'explosivité émotionnelle fait encore moins les bons choix. Un chien adulte bien dans ses pattes, calme, peut faire les bons choix. Et en fait, là, nous, on voit que notre chien, mais 4 fois sur 5, il choisit la ville pour la balade. Et il choisit la ville parce qu'on est dans un environnement qui est un urbain tranquille. On n'est pas en plein Paris, en plein 9e arrondissement. Mais il choisit la ville et il choisit assez peu d'aller à Vincennes. Parce que je pense que lui-même, il sait que ça le met dans une espèce d'intensité sensorielle qui n'est peut-être même pas ce qu'il cherche, en fait. Il est juste dépassé une fois qu'il y arrive, donc tu as l'impression qu'il est trop content d'y être. Voilà, et en fait, non. Et le truc, c'est que Chiot, cet acharnement à aller tous les jours en forêt faisait que tous les jours, on le mettait dans une situation où il n'était pas en capacité de gérer, parce qu'il était déjà dans une espèce d'hyper-saturation sensorielle. Et du coup, on pouvait rien lui apprendre, on pouvait rien récompenser, tout était en train d'empirer, notre gestion n'était pas la bonne. Et en fait, on a perdu en fait, des opportunités de l'aider. Et je pense que là, si on l'avait baladé en zone
semi-urbaines, qu'on avait trouvé des zones comme là, on avait trouvé avec le parking, ou des petites zones résidentielles, ou des résidences, ou parfois même des champs. En fait, il y a plein de choses. Tester différents environnements, ceux qui allument votre chien et qui les mettent dans des états d'excitation. Je pense à la plage aussi, hein, quand ça allume énormément son chien. C'est pas que c'est des environnements à proscrire, mais c'est des environnements dans lesquels on peut pas avoir de l'espoir d'inculquer des choses à son chien, d'être dans une bonne gestion dans ces environnements-là. Faut doser, quoi. Ouais. Et pour le chien de chasse, là où pour un chien de berger qui aurait de la sensibilité au croisement des voitures, des vélos, ben évidemment, moi je vais conseiller la plupart du temps aller dans des environnements type forêt pour pouvoir décompresser votre chien. Oxmo, on décompresse pas en forêt, on compresse. Ouais, c'est ça. Trop bien. Merci pour tous ces éclairages après coup. C'est hyper précieux. Comment il va, Oxmo, aujourd'hui ? Oxmo va bien. Il a bientôt 4 ans au mois de janvier. Je dirais que c'est un chien toujours aussi curieux. Il aime bien réfléchir après avoir tenté en général des choses. Donc, il a gardé son côté un peu tête brûlée, un peu foufou, mais c'est un chien qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, que ce soit de la gestion d'arrivée d'invités ou en extérieur. En fait, il est capable de très rapidement, même s'il est monté en excitation assez fort, de redescendre, de se remettre dans ses odeurs. Il est toujours entier, Oxmo, aujourd'hui. Du coup, on n'a pas fait le choix de le castrer après cet implant. Et donc, c'est un chien qui est très intéressé par les odeurs de congénères. Ce qui fait que il est capable de rester plusieurs minutes sur une odeur de pipi sur un trottoir, ce qui pour moi est une aubaine parce que c'est vraiment un vrai axe de redescente pour lui. Ça veut dire qu'il se concentre. Ouais. Il se concentre, il décompresse, il est calme, sa queue elle fouette lentement, voire elle est parfois même basse, ce qui était inexistant. Hein. Moi je ne connaissais pas ça puisqu'elle fouettait toujours à 2000 à l'heure. Voilà, c'est un chien qui, quand même, a des petites difficultés avec les mâles entiers. Il est assez exigeant de ce point de vue-là, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas la plus grosse problématique pour nous. Si on fait les choses bien et qu'on fait les rencontres correctement, ça peut passer quand même. Donc, c'est pas dramatique. Et il est toujours sous traitement, qu'on a fait évoluer. On va le sevrer un jour. L'idée, c'est pas qu'il soit sous traitement à vie. En fait, on avait testé un sevrage pour changer de molécule et on l'a fait parce que, point d'attention, les vétos, pour la mise en place, quand ils font ça bien, ils le font hyper progressivement. Mais pour les sevrages, la plupart du temps, ils recommandent un sevrage en 3 semaines, palier ou 1 mois, ce qui, franchement, chez les humains, ça n'existe pas. Hein. L'antidépresseur, quand on le sèvre, quand ça fait 1 an que tu le prends, c'est pas en 3 semaines. Et chez le chien, ça me paraît un peu... voilà, c'est pas comparable, mais ça me paraît un peu intense. Et franchement, du coup, ça a été l'enfer. On sentait que pour lui, c'était, en termes émotionnels, c'était très compliqué. Donc on le refera de sevrer, on le fera hyper progressivement. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas non plus... peut-être encore 1 an. 1 an à continuer de mettre en place des choses qui va généraliser petit à petit. Aujourd'hui, on est beaucoup moins pressé aussi. Dans le fait de lui inculquer des choses. D'ailleurs, on n'a plus grand-chose à lui inculquer. On est très content de la relation qu'on a aujourd'hui. Ce qui est chouette de se le dire. On a arrêté le suivi avec Sarah, du coup. On s'est dit, en fait, on est vraiment content de là où on en est avec notre chien. On s'accepte, on se comprend. On sait ce qu'il faut lui apporter pour qu'il soit bien. Nous, c'est OK. Enfin, pas besoin de partir en balade 4 heures par jour. Pas besoin de l'envoyer en balade collective toutes les semaines. Enfin, en fait, on a un rythme de vie assez normal avec notre chien, finalement. Et il nous le rend plutôt bien. Donc voilà, encore 1 an à peut-être stabiliser ce qu'il a là, pour que ça soit un peu la plus grande partie de sa vie où il est bien et que derrière, on puisse sevrer tranquillement. La médication. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres comme actualité sur lui à partager. Trop bien. Qu'est-ce que ça t'a appris de vivre avec un chien ? Le lâcher-prise, du coup. Le lâcher-prise, la patience, la résilience, et qu'on peut vraiment pas tout contrôler. Après, ça, c'est tellement ancré en moi, et c'est tellement génétiquement transmis par mon père, ce truc du contrôle.
que c'est pas facile à transposer tout le temps, mais j'ai pris conscience à l'arrivée d'Oxmo que ce besoin de contrôler réellement toutes les étapes n'a pas été utile et que c'est les erreurs et c'est le lâcher-prise qui nous ont le plus appris. Donc ouais, c'est principalement ça. Trop bien. Est-ce qu'il y a des ressources que tu voudrais partager à nos auditeurs qui t'ont particulièrement aidé ou c'est dur de trouver une ressource, mais... Si, moi, il y a un truc. Il y a une personne en Angleterre, je pense que tu mettras le nom dans la description, qui est une des seules ressources que je connaisse, qui a toutes des ressources sur le gun dog, mais en positif. Parce que le problème, c'est que toutes les ressources de chasseurs, gun dog, en Écosse, c'est pas en positif. En plus, on les voit avec des animaux morts là dans la bouche. Enfin, franchement, ça correspond à rien à ce que je pourrais faire moi. Et donc là, elle s'appelle Mare and Hound. Je te le mettrai par écrit. Et elle a son chien qui s'appelle Bonzo, qui est un cocker de travail, et elle est spécialisée là-dedans. Et franchement, les ressources qu'elle partage, c'est plutôt chouette. L'écoute de l'épisode de Sarah de Canessan, je pense, parce qu'il me semble qu'elle parle pas mal de la prédation qui parfois n'en est pas, des comportements de décharge prédatoire, etc. Je pense que c'est assez intéressant quand on a un chien de chasse de sortir du prisme uniquement de la prédation pure et dure, de la chasse pour le plaisir de chasser. Je vous conseille l'écoute de ce podcast. Si vous lisez l'anglais, il y a un livre qui est bien qui s'appelle How Dogs Work de Raymond Coppinger et Mark Feinstein, qui parle vraiment de la sélection génétique des chiens et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un chien, de par sa génétique, fasse telle ou telle chose. Et ils ont fait des expérimentations en prenant, il me semble, des patous, en les sortant de l'environnement de socialisation des patous, pour voir en fait quelle était l'importance de la génétique et non uniquement de l'environnement dans ce qu'allait devenir le chien. C'est hyper intéressant. Trop bien. Déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est très très bien. Trop cool. Merci beaucoup pour ces ressources qui m'intéressent en plus particulièrement. Je suis ravie. Merci. Trop bien. Trop cool. Trop bien. Merci beaucoup, Mélissa. C'était super intéressant. Franchement, j'ai envie d'ouvrir un podcast avec toi tellement c'est riche de discuter de tout ça. Mais c'est très, très chouette. Donc, merci beaucoup d'être venue à mon micro, d'avoir pu raconter tout ça. Et puis voilà, je suis trop contente de t'avoir aussi rencontrée par ce biais. Oui. Donc, c'est très chouette. Ça conclut bien, je trouve, notre relation depuis des années. J'espère que ça la conclut pas. Non, ça la conclut pas, mais en tout cas, ça la concrète, ça la, je sais pas, ouais, ça la consacre. Il y a une boucle qui est bouclée en tout cas. Ça l'honore. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, merci Claire. Je parle beaucoup, je pourrais faire des tartines et faire un podcast vraiment uniquement sur ça. Tellement je trouve ça passionnant, mais merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de tout ça. C'est hyper chouette d'avoir pu le faire avec toi. Avec grand plaisir. Et trop cool. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec Mélissa et moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @reconvertchien et @lanicheaventure. Et si votre chien est déjà ado ou adulte et que vous voulez continuer à progresser dans votre relation, je vous invite à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est ma communauté en ligne dédiée aux dog parents engagés dans l'éducation de leur chien. Vous y trouverez un canal Discord hyper actif et chaque mois, 2 lives de coaching collectif pour répondre à toutes vos questions, vous inspirer et échanger avec d'autres dog parents. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.